joie te réveille, ma blonde. Allons nous unir à ce cœur, marchons vers la gloire et le monde, marchons au-devant du bonheur. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, amis. Il va vers le soleil, levant notre pays. Et nous saluerons la brigade, et nous sourirons aux amis. Mettons en commun, camarades, nous aurons nos soucis. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, amis. Il va vers le soleil, levant notre pays. Électoralement, que la droite et les nazis rassemblés n'arrivent pas à se mobiliser. Cette gauche allemande est successivement minée par les divisions arrêtées, mises au pas, interdites. Les exilés allemands antifascistes viennent en France, ils sont moyennement bien accueillis d'ailleurs, et on ne les croit pas quand ils racontent ce qui se passe en Allemagne. Mais une partie de la gauche et du mouvement ouvrier est secouée. Et pourtant, nous sommes en 1933, rien ne se passe. Il y a des mobilisations, l'appel de Romain Rolland et d'Henri Barbusse à lutter contre le fascisme et la guerre, mais enfin, il faut attendre 1934 pour que les choses, en quelque sorte, non pas se dénouent, mais se cristallisent. Le printemps 1934, c'est un printemps terrible. Printemps terrible, hein. Avant les belles images dont on va parler pour 1936, il y a eu ces moments terribles. L'émeute à Paris, le coup de force de la droite et de l'extrême droite contre la République, prenant prétexte du scandale de Stavisky, du déplacement du préfet de police, Chiappe, les ligues d'extrême droite manifestent contre le gouvernement et appellent à renverser le gouvernement. Il y a des morts. Et le gouvernement démissionne, le gouvernement radical démissionne. Et l'émeute a gagné, un gouvernement de droite se met en place avec le parti radical. Gouvernement dit d'union nationale. À chaque fois que vous entendez le terme d'union nationale, il faut se méfier de ce que l'étiquette recouvre. En tout cas là, elle recouvre le retour d'un ancien, non pas Premier ministre, mais un ancien président de la République, qui se présente comme un homme nouveau, Gaston Doumergue, un ancien maréchal de France, Pétain, mais aussi des hommes qui sont sur le retour, un ancien socialiste ayant viré à droite, Pierre Laval, et ainsi de suite. On a donc un gouvernement qui met à l'ordre du jour la réforme de l'État, les économies budgétaires, renforcer l'exécutif et l'autorité de l'État. Tout semble en quelque sorte mis en place pour que, après l'Allemagne, après l'Italie, après l'Autriche, où le mouvement socialiste vient d'être écrasé à Vienne, la France suive ce mouvement. Et c'est là que, à l'appel des syndicats et des partis de gauche, le 12 février 1934, c'est la première grève générale politique. Pourquoi je dis politique? Parce qu'elle est sur un mot d'ordre de halte au fascisme, défense des libertés démocratiques, et que cette grève d'ailleurs prend la forme de manifestations dans tout le pays. Il y en a à Montpellier, comme à Nîmes, comme à Toulouse, autant qu'à Paris. Et ces manifestations vont en quelque sorte être le point de départ, le tremplin d'un mouvement de rassemblement, d'un mouvement unitaire. Alors, le Front populaire est bien né en 1934, et sans doute le point de départ, c'est février. Cette insurrection, en quelque sorte, face à cette menace fasciste et de droite et d'extrême droite. Mais le Front populaire, c'est autre chose que cela. C'est un mot d'ordre politique. Un mot d'ordre, c'est une initiative. Dans l'été 1934, pour la première fois depuis 1921, il y a un pacte d'unité d'action passé entre socialistes et communistes en France. C'est la première fois en Europe qu'il y a une telle alliance. Il n'y avait plus d'alliance de ce genre depuis la scission dans le mouvement ouvrier au lendemain de la Révolution russe. Et donc,
cette alliance dite de front unique, elle est très limitée. Les socialistes ne sont pas tous d'accord. Paul Faure, le secrétaire du Parti socialiste, est très réticent. Il y a une partie de la gauche socialiste qui est d'accord. Dans le Parti communiste, il faut dire que le feu vert a été donné par l'Internationale communiste, inquiète de ce qui se passait en France, inquiète de ce qui se passait en Allemagne, et au moment où le rapprochement entre la France et l'URSS s'amorce. Staline est derrière aussi. Est-ce que Staline a poussé énormément? Non. Staline a laissé faire. On n'a pas un seul discours de Staline, ni sur le Front populaire, vraiment, ni même sur l'unité d'action socialiste-communiste. Mais il laisse faire, et il laisse faire les Français. C'est qui les Français, en l'occurrence? Quand on demande aujourd'hui qui est à l'origine du Front populaire et du mot d'ordre, je ne vais pas faire une enquête ni poser la question à la salle. En général, il y a un silence relativement épais. Relativement épais. Et dans la mémoire collective, les noms qui sont associés au Front populaire ne sont pas forcément les bons. On a souvent le souvenir du gouvernement Front populaire. Mais le mot d'ordre de Front populaire, l'initiative de Front populaire, elle est venue d'un homme qui dirigeait un journal, puisqu'il y a les Amis de l'Humanité qui sont dans cette soirée, partie prenante, c'était Marcel Cachin. Marcel Cachin, directeur du journal L'Humanité, et un jeune dirigeant politique, à l'époque, qui avait, il avait 34 ans, c'était Maurice Thorez, ce nouveau secrétaire général. Il lance le mot d'ordre de Front populaire à l'automne, en 1934. Le Parti communiste, c'était un parti qui était le plus petit de la gauche française à ce moment-là. Hein. Il avait 35 à 40 000 adhérents. Et il était beaucoup moins puissant, beaucoup moins fort que la SFIO, le Parti socialiste, et surtout le Parti radical. L'Internationale communiste laisse faire, mais s'inquiète de cette audace. Finalement, cette audace va payer. Elle va payer, et dans les mois qui suivent, ce mot d'ordre devient une force, sinon matérielle, tout au moins collective. Ce mot d'ordre rencontre l'émotion, l'inquiétude du mouvement syndical, du monde ouvrier, mais aussi, notamment, par exemple, des intellectuels, du syndicalisme, des instituteurs, de toute une partie de la population, y compris dans le Parti radical, qui s'inquiète de ce qui se passe, notamment en Allemagne, et de ce qui risquerait de se passer en France. Et c'est dans ce contexte-là que, au printemps 1935, pour la première fois, se forme un rassemblement populaire. C'est le terme de l'époque, un rassemblement populaire, qui va en quelque sorte se structurer autour de deux objectifs: garder les municipalités, empêcher qu'elles basculent du côté de la droite et de l'extrême droite, puisque depuis plusieurs mois, et 2 ans à peu près, l'extrême droite ne cessait de gagner des voix en utilisant à la fois la démagogie sociale et la discrimination contre les étrangers. Parce qu'il faut parler de ça à ce moment. La France était le pays où il y avait en Europe le plus d'ouvriers immigrés. Il y avait plus de 4 millions d'étrangers en France en 1930-34, dans une France de 40 millions d'habitants. C'est-à-dire, vous voyez, 10%, c'est-à-dire en proportion plus qu'aujourd'hui. Et une partie de la campagne de l'extrême droite, et de la droite aussi, c'est la xénophobie, c'est-à-dire la crise, la faute de la crise, c'est les étrangers. Et donc, il faut expulser les étrangers. Et d'ailleurs, il y a 500 000 à peu près ouvriers étrangers qui seront expulsés entre 32 et 35. C'est pas rien. Mais en même temps, démagogie sociale. Démagogie sociale, il faut s'en prendre aux riches, mais pas à tous les riches, aux juifs. Et cette alliance entre démagogie sociale, antisémite, discrimination contre les étrangers, c'est le fonds de commerce de l'extrême droite des années 30, en utilisant aussi le ressort patriotique, le ressort de la France des anciens combattants qui est trahi par la crise et par le système parlementaire. Et donc, face à cela, l'initiative du Rassemblement populaire au printemps 1935, et vous allez voir, pas qu'une réponse immédiate, c'est une réponse qui a une dimension idéologique, sociale, culturelle. Le mot d'ordre du Front populaire qui est lancé et du Rassemblement, c'est pour le pain, la paix et la liberté.
Ces trois mots renvoient à la fois à la défense des revendications sociales du monde ouvrier et des salariés en général. La paix, c'est la lutte contre la guerre et les menaces que font peser sur la paix les politiques d'agression, de militarisation des puissances fascistes. On va en dire un mot. Et la liberté, c'est la défense des libertés politiques et des libertés démocratiques, individuelles et collectives. Et pour cela, la thématique qui va unifier en grande partie ça, ça va être la référence à la Révolution française et à la République. Pas n'importe quelle république, une république qui va être présentée comme une république issue des traditions de la Révolution. Le 14 juillet 1935, pour la première fois depuis 1914, le mouvement ouvrier et la gauche vont prendre en charge les manifestations. Depuis la guerre, la Marseillaise et le 14 juillet étaient associés au militarisme, étaient associés à ce qui était le souvenir de la Grande Guerre et de la boucherie qu'avait critiqué des forces de gauche, le mouvement syndical, et qui avait été le terreau de la bataille antimilitariste. Vous avez entendu le poème de Jacques Prévert, le groupe Octobre ne cessait en quelque sorte de mettre cela en scène dans de nombreux spectacles. Et pourquoi le 14 juillet 1935 il y a ce renversement? L'idée de reprendre à la droite et à l'extrême droite le thème national, de ne pas laisser à la droite et à l'extrême droite l'intérêt pour la patrie et pour le pays, mais de le faire avec les références de la Révolution française et en même temps le lier aux grandes revendications sociales. Pour aller vite, le drapeau tricolore et le drapeau rouge, la Marseillaise et l'Internationale. Le 14 juillet, dans toute la France, sont organisées des manifestations qui rassemblent des centaines de milliers de manifestants qui prêtent serment. Ils prêtent serment selon le modèle du 14 juillet 1790. Serment de lutter contre le fascisme, de défendre des libertés démocratiques et aussi de lutter pour des améliorations des conditions de vie sociale et contre la guerre. C'est dans ce contexte-là que pour la première fois, électoralement, le Rassemblement populaire inverse la situation. Dans de nombreuses municipalités, les radicaux vont suivre les mots d'ordre du Front populaire, souvent pour des raisons opportunistes électorales, pour conserver les municipalités. Les dirigeants locaux du Parti radical désavouent leur chef qui participe au gouvernement. C'est la condition. C'est la condition pour avoir le soutien des socialistes et des communistes. Mais cette stratégie va être payante et le mouvement ouvrier, la gauche du Front populaire, gagne un très grand nombre de municipalités dans la région parisienne, aussi dans le Midi. Et puis, à ces grandes manifestations. À partir de là, ça n'est pas un long fleuve tranquille, hein, l'unification du Front populaire. Pendant plusieurs mois, la question de la perspective politique se pose dans un moment où la crise économique et la crise internationale, j'insiste toujours sur l'horizon de la guerre, sur l'ambiance internationale, il faut bien l'avoir en tête. L'Italie envahit l'Éthiopie. C'est l'agression de Mussolini contre l'Éthiopie, le seul pays indépendant d'Afrique et membre de la Société des Nations. Et que font les gouvernements français et anglais? Ils laissent faire. Et que font les internationales ouvrières et la mobilisation contre la guerre d'Éthiopie? Pas grand-chose. Et le gouvernement français, dirigé par Laval, Pierre Laval, trop méconnu pour cette période, on le connaît, Pierre Laval, comme acteur sinistre de la collaboration, à partir de 1942, mais en 1935, il est président du Conseil, il met à l'ordre du jour des décrets-lois, par des décrets-lois, la mise en cause du salaire des fonctionnaires, revoilà la thématique contre les fonctionnaires, les quotas contre les étrangers dans les professions. Hein. C'était des mesures tout à fait stupides et inefficaces, mais qui ont une signification politique. Il s'agit de monter la population ouvrière, de la diviser, et de monter les salariés les uns contre les autres. Et c'est dans ce contexte que, dans le mouvement syndical, se développe un courant unitaire. La CGT
était divisé en deux courants, deux organisations depuis 1921. Je le dis au passage parce que peut-être c'est oublié, CGTU et CGT dite confédérée. Et dans une série de fédérations, des initiatives unitaires de réunification se prennent à la base, notamment chez les cheminots, qui font leur unification. Il y a des congrès d'unification, puis des congrès de la CGTU et de la CGT qui vont décider d'un congrès général de réunification qui a lieu au mois de mars 1936 à Toulouse. Ils n'étaient vraiment pas toujours d'accord, hein. Il y avait vraiment des conceptions du syndicalisme, des objectifs qui n'étaient pas du tout comment dire, facilement superposables. À Toulouse, les compromis sont trouvés, des sortes pas de modus vivendi, mais de concessions mutuelles sur le programme, sur les modes d'action. En ce qui concerne le congrès de Toulouse, ce qui nous importe maintenant, c'est deux choses. C'est, à ce moment-là, le syndicalisme en France, c'est faible, vous allez me dire, c'est pas une nouveauté, et ça reste vrai. C'est à peine 700 000 syndiqués, tout compris, pour la CGT. Il y a un syndicalisme chrétien, en général on pose la question, où il est à l'est de la France, dans quelques professions, il est créé depuis 1919, c'est encore un syndicalisme vraiment de collaboration de classe avec le patronat, syndicalisme jaune, mais parfois qui s'affranchit de cela. Il est chez les employés, chez les ouvriers des mines de potasse, etc. Mais c'est tout à fait secondaire. Le syndicalisme important qui pèse dans la vie sociale française, c'est celui de la CGT, mais c'est pas beaucoup. C'est 700 000 adhérents pour vous dire. Et souvent, ces syndicalistes sont sans droit, sans reconnaissance, évidemment, dans l'entreprise. Ils sont la plupart du temps clandestins dans les entreprises. Chez Renault, il y a 200 à 300 syndicalistes dans une usine qui a plusieurs dizaines de milliers de salariés, et ils ne se font pas connaître, parce que s'ils se font connaître, la maison Renault, de Louis Renault, les vire immédiatement. Et d'ailleurs, les grèves du Front Populaire vont commencer comme ça. En tout cas, en même temps, il y a discussion sur une plateforme électorale pour les élections législatives qui doivent avoir lieu en avril-mai. Et là, tout le monde était persuadé que par un effet de balancier, vu ce qu'avaient fait les gouvernements radicaux, ce que faisait Pierre Laval et compagnie, la droite allait gagner les élections, la gauche allait la perdre dans un mouvement d'alternance régulière qui se passait sous la Troisième République, et pas seulement d'ailleurs sous la Troisième République. En ce qui concerne le débat autour du programme, c'est un débat qui est compliqué, parce que pour avoir les radicaux, il faut faire des concessions, la question du vote des femmes, la question des mesures économiques concernant le financement des revendications sociales, et finalement ce programme va être un programme relativement, pour la première fois, précis et soutenu par les syndicats et les associations sur la durée du travail, passage aux 40 heures, 48 heures à 40 heures, sur l'augmentation des salaires, sur les conventions collectives à mettre en place, donc des mesures sociales importantes, lisibles, l'interdiction des ligues d'extrême droite et des bandes armées, donc une série de mesures et une politique dite de sécurité collective dans le domaine international, avec quelques mesures prévues concernant le contrôle des usines d'armement et la Banque de France. Donc un programme qui est quand même avancé et précis pour l'époque, qui est un engagement des différents partis. Les élections ont lieu, 2 tours, et au premier tour, la droite fait le plein des voix, elle a beaucoup de députés, la gauche n'a pas beaucoup de députés du Front Populaire, et c'est au deuxième tour que la victoire du Front Populaire se décide, parce que là, il y a les reports de voix, ce qu'on appelle la discipline politique républicaine dans le Front Populaire fonctionne à merveille. Mais si on compare avec 32, c'est 2% le déplacement des voix en faveur du Front Populaire. Donc c'est pas un raz-de-marée. Ne nous trompons pas. La victoire électorale au moment du Front Populaire, c'est pas un raz-de-marée. Par contre, à l'intérieur du Front Populaire, on a des déplacements de voix considérables. Le Parti radical, vous savez, le Parti radical, on disait souvent c'est comme les radis, il est rose à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Hein. Eh bien, le Parti radical trinque, il perd 40% de ses voix.
il perd une quarantaine de députés. Il a été sauvé encore par les désistements et la discipline républicaine. Le Parti socialiste, miné par quelques divisions, la sortie des néos, Léon Blum disait de certains députés qui avaient fait scission, qu'ils étaient effrayés par leur vocabulaire et leur tempérament en faveur de l'ordre et des classes moyennes. Il est considéré comme dangereux. Il pensait à qui? À Montagnon, à Marquet, à Déat, tous ces hommes qui ont d'ailleurs confirmé les craintes de Léon Blum. En tout cas, le Parti socialiste ne gagne pas, il se maintient. Mais il devient le premier parti de la gauche. Quant au Parti communiste, lui, il double ses voix. Et il passe de 9 députés à 72 députés. Vous voyez? Donc, on a un changement des équilibres politiques dans la gauche française. Et qu'est-ce qui se passe après cette victoire électorale? Rien du tout. Et voilà, c'est là qu'il faut essayer de comprendre ce qui est advenu quand on parle du mouvement social. Jusqu'alors, tout à l'heure, le texte de Prévert évoquait la grève de Citroën de 1933, mais il y avait eu très peu de grèves dans la France en crise. Et en 1936, au lendemain des élections, les premières grèves démarrent au moment où Léon Blum vient d'accepter de former le gouvernement au titre du Parti socialiste, puisque c'est devenu le parti le plus important de la coalition qui a gagné les élections, mais où Léon Blum va mettre un mois pour former ce gouvernement. Or, dans ce mois, qu'est-ce qui se passe? Encore plein de choses. Aux frontières de la France, Hitler en profite pour occuper la rive gauche du Rhin, militariser la rive gauche du Rhin. Le président du Conseil de l'époque, Albert Sarraut, un radical de droite, Bontin, dit « Nous ne laisserons pas Strasbourg apporter des canons allemands ». L'état-major français, Gamelin, etc., dit « Nous ne pouvons pas faire une opération militaire pour un tel événement, nous pouvons faire autrement la mobilisation générale. » En gros, l'état-major ne veut rien faire. Or, vous savez que Hitler, les généraux allemands avaient l'ordre de repousser le chemin, de repasser de l'autre côté du Rhin si les troupes françaises étaient intervenues. On a les archives aujourd'hui, on le sait. Toujours est-il que dans ce climat lourd international, le patronat français décide de faire un exemple sur les syndicalistes qui ont manifesté le 1er mai. Le 1er mai 1936, entre les deux tours des élections, eh bien, ils sont accueillis justement au lendemain des élections par les patrons qui les virent. Ils font licenciement des responsables syndicaux dans toute une série d'usines où les syndicalistes avaient appelé à la grève le 1er mai 1936. C'est vrai à Toulouse, c'est vrai au Havre, c'est vrai à Paris dans la mécanique, l'aviation. Et les premières grèves commencent pour réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés. Parce que le licenciement était immédiat. Hein, ça fait rêver les patrons aujourd'hui. Ça fait rêver. Certains. En tout cas, ce qui d'habitude ne se passait pas se réalise. Grève et grève massive. Et grèves qui vont prendre une tournure inattendue. La grève avec l'occupation des locaux. Pourquoi? Ces grèves se font dans ce climat, le climat à la fois nouveau climat politique, le gouvernement n'intervient pas, l'armée, les gardes mobiles, la police n'interviennent pas comme d'habitude. C'est un point important. Hein. Et les ouvriers ont l'impression que c'est eux qui ont gagné les élections. En même temps, il n'y a pas de mot d'ordre général. Il n'y aura jamais un mot d'ordre de grève générale. Les grèves de 1936, c'est une généralisation des grèves, à ne pas confondre avec l'appel à la grève générale. D'une certaine manière, ça marche mieux, la généralisation des grèves, que l'appel à la grève générale. En tout cas, les grèves changent de contenu. D'abord, dites défensives pour la réintégration, elles vont prendre en quelque sorte comme base la plateforme électorale et les inscrire dans les cahiers de revendication, entreprise par entreprise, en demandant la diminution des horaires de travail, l'augmentation des salaires, et rajoutant ici ou là de nouvelles revendications.
notamment les congés payés, notamment des mesures d'augmentation des salaires différenciées selon les hommes, les femmes, les jeunes. Et ces grèves, ce sont des grèves qui ne sont pas seulement des grèves ouvrières, c'est des grèves qui intègrent de nouvelles catégories, notamment les employés et le commerce. Les employés, c'est bien connu, les demoiselles du Galeries Lafayette, des grands magasins, qui occupent leurs grands magasins, vous voyez, l'impact à l'époque, hein. Mais aussi, l'autre phénomène, c'est l'importance des femmes dans ces grèves. On avait déjà vu le rôle des femmes dans les grèves au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917-1919. Mais là, ce mouvement est massif dans l'alimentation, dans la chimie, dans le textile, dans l'habillement, où les femmes sont majoritaires. Les jeunes aussi. Les jeunes qui, vous savez, être jeune en 1936, c'était commencer à travailler à 12 ans, et la majorité n'était qu'à 21 ans, et donc être payé à peu près la moitié d'un salaire d'adulte. Hein. La catégorie jeune salariée dans les entreprises, c'était une catégorie bien particulière. Et qui avait, alors là, encore aucun droit, bien entendu. Et enfin, les étrangers. Les étrangers, pourtant cibles de la xénophobie ambiante dont je vous ai parlé, sont dans les grèves et participent aux grèves de façon extrêmement active. Alors tout ça donne à ces grèves un caractère évidemment non seulement massif, mais inédit et tout à fait important. Et ça débouche, vous le savez, sur des négociations qui, pour la première fois en France, prennent un caractère interprofessionnel national. Il n'y avait jamais eu de négociation, ni même de rencontre entre la CGT et le patronat dans le cadre d'une négociation. Le gouvernement se forme le 4 juin, le 5 et le 6, il y a les négociations au siège du gouvernement, de la présidence du Conseil, qui vient de s'installer à l'hôtel Matignon. C'est pour ça qu'on va parler plus tard, dans les jours qui suivent, des accords Matignon. Un mot sur le gouvernement. Qui est-ce qu'il y a au gouvernement en juin 1936? Léon Blum, d'accord. Et les autres, c'est qui? Eh bien, c'est surprenant. Ce sont les partis qui ont perdu des voix lors des élections ou qui ont stagné, c'est-à-dire les socialistes et les radicaux. Les communistes ne sont pas dans le gouvernement. Ah, ils ne sont pas dans le gouvernement? Grande question. Ça a été discuté ailleurs qu'à Paris, ça a été discuté à l'international communiste. Dans le bouquin, je donne les éléments, les références d'archives. Et effectivement, une partie de la direction du Parti communiste, notamment toujours les deux mêmes, l'équipe Cachin-Torres, mais aussi Gabriel Péry, étaient pour la participation. D'autres non, comme André Martin, par exemple. Et surtout, la discussion a eu lieu à Moscou, et après hésitation, il est confirmé auprès des communistes qu'ils ne doivent pas participer au gouvernement. Paul Vaillant-Couturier, qui est un homme, un bel orateur, un écrivain et en même temps un tribun, a trouvé la formule. Nous n'avons pas des portefeuilles, mais nous avons le ministère des masses. Le ministère des masses, c'est vrai que les communistes ont la confiance des masses. Ils progressent, ils avaient 40 000 adhérents, je vous ai dit, en 1934. Ils vont finir l'année 36 à 300 000 adhérents. Et la CGT, en même temps, recrute, elle passe de 700 000 adhérents à près de 4,5 millions d'adhérents. Vous voyez, un mouvement de mobilisation sociale dans les grèves qui est extraordinaire, avec une confiance dont le Parti communiste bénéficie, mais il n'est pas au gouvernement. Et ça n'est pas sans effet. Toujours est-il que ce gouvernement, radical et socialiste, va en quelque sorte porter les négociations pour les transformer, les mesures qui ont été négociées, en loi sociale. Alors ces mesures, vous les connaissez, c'est l'augmentation des salaires, mais de façon différenciée, de 15 à 35%, plus forte pour les jeunes et les femmes que pour les ouvriers qualifiés. C'est aussi la réduction de la durée du travail hebdomadaire de 48 heures à 40 heures. Au-delà, on peut travailler, mais on est payé d'une manière différente, en heures supplémentaires, et en plus, enfin bon, j'en parle en détail. Et troisième mesure, c'est l'élection des délégués du personnel, la mise en place d'élections professionnelles dans les entreprises
pour élire ceux qui représenteront le personnel dans les discussions avec le patronat. Jusqu'alors, le patronat choisissait les gens avec qui il discutait et évidemment, il les choisissait dans son collectif. Ça, c'est la troisième mesure. Quatrième mesure, eh bien, l'obligation pour chaque entreprise et chaque branche de la signature de conventions collectives par branche définissant les conditions d'embauche, de salaire par branche. Les conventions collectives existaient depuis 1919, en principe, sur le papier, rien n'avait été signé, et cette mesure est une mesure qui va être absolument détestée par le patronat, qui va freiner pendant des mois et des mois pour ne pas appliquer ces mesures de convention collective, évidemment, puisque ça imposait au patronat, après les négociations, des conditions d'embauche dans le contrat de travail, pour aller vite, en termes d'aménagement des horaires, mais de salaire, de qualification, de reconnaissance des différentes catégories, toute une série de mesures imposées dans le cadre des conventions collectives. Enfin, il y a d'autres mesures, quelques mesures économiques, mais la principale mesure sociale qui frappe la population à ce moment-là, ce sont les congés payés. Les congés payés, 2 semaines de vacances payées pour tous les salariés. Ça existait dans certaines corporations, mais là, c'est généralisé à l'ensemble des salariés. Et je vous en ai parlé, mais vous savez comment étaient payés les salariés à cette époque? Les ouvriers, notamment. Ils étaient payés à l'heure de travail ou à la journée de travail. Donc, dans leur esprit, ne pas travailler, enfin, dans leur esprit, dans la pratique, quand on ne travaillait pas un jour, on n'était pas payé. Quand on disait chômage partiel, ça voulait dire que si on faisait 20 heures par semaine, on était payé 20 heures par semaine. Point final. Et donc, imaginez des vacances où on ne travaille pas, on est quand même payé. Quand moi j'ai fait il y a 30 ou 40 ans des entretiens avec des ouvriers de l'époque qui disaient on n'y croyait pas, c'était même pas pensable. Ils ont dit on est parti en vacances et après on a vu si on était vraiment payé pour voir si c'était vrai les vacances. Ils n'y croyaient pas. Donc une mesure évidemment qui entre les 40 heures et les vacances vont modifier le rapport du monde du travail à la société. La question du loisir, de la culture, du sport, sans doute une des organisations ouvrières qui se développent le plus, ce sont les organisations sportives. La FSGT qui résulte d'ailleurs de l'union précoce entre les organisations socialistes et communistes, la FST et l'USGT, qui vont donner la FSGT. Il y a plus de 150 000 adhérents à la FSGT qui organisent le sport qu'on appelait le sport travailliste, justement parce que par opposition, ou pas par opposition, par différence avec le sport bourgeois qui était d'habitude réservé à ceux qui avaient le temps de faire du sport. Le monde ouvrier n'avait pas le temps de faire du sport. Là, il commence à avoir le temps d'aller au musée, d'aller dans des clubs sportifs ou les jeunes de partir en vacances, notamment dans le cadre des auberges de jeunesse. Et ainsi. Alors donc, tout ça a un effet social et culturel très important. Mais en quelque sorte, en regard de cela, si on prend les mesures économiques, elles sont limitées. Nationalisation des usines d'aviation, réforme de la Banque de France, et tout ce qui avait été prévu dans le domaine fiscal, la réforme fiscale, faire payer les riches, grand mot d'ordre de l'époque. Et contrôle sur les mouvements de capitaux, le contrôle des changes, tout ça est reporté à plus tard. Et tout ça va avoir des effets sur l'expérience gouvernementale. Au départ, l'expérience gouvernementale, Léon Blum parle à la Chambre des députés. La Chambre des députés, il y a une grande majorité pour, on vote. Et le Sénat, l'autre chambre, vous savez, il y avait une deuxième chambre, le Sénat. Le Sénat n'est pas élu, avait été élu bien avant le Front populaire et était réticent au Front populaire. Mais ils ont peur. Et même le patronat a peur aussi, surtout que les usines sont occupées. Donc ils sont prêts à voter des choses qui ne leur plaisent pas pour qu'enfin les usines soient libérées. Hein, qu'on redonne la liberté du travail, enfin c'est tous les mots d'ordre du patronat de cette époque. Mais en même temps, ce qui n'a pas été fait dans l'été 36, eh bien, ne sera pas fait après.
Et le gouvernement de Front Populaire, dès les premières semaines de son exercice, va se heurter à des difficultés économiques et des difficultés politiques internationales. Le 18 juillet 1936, c'est la rébellion en Espagne qui éclate. C'est un coup de force militaire soutenu par les classes possédantes les plus rétrogrades mais puissantes de l'Espagne, les grands propriétaires, l'Église, mais ce n'est pas l'Église et les grands propriétaires qui à eux seuls pouvaient faire le coup de force. C'est vraiment l'armée dans son ensemble, ces généraux qui avaient déjà été entraînés à la répression des grèves et des mouvements des Asturies en 1934, qui basculent contre la République espagnole, la jeune République espagnole, qui a 5 ans d'âge, 1931, la République en Espagne, et à une République dont le gouvernement est un gouvernement de Front Populaire, élu en janvier 1936. Un Front Populaire différent de la France, dans ses alliances, on ne va pas raconter l'histoire entière de l'Espagne républicaine, mais de toute évidence, le gouvernement civil espagnol qui fait face à cette révolte militaire concertée, organisée dans toutes les garnisons d'Espagne, sauf exception, toutes les garnisons suivent le mot d'ordre de la rébellion, dirigée par des généraux qui sont identifiés, qui sont prestigieux, le général Mola, le général Franco, et qui vont utiliser aussi l'armée des mercenaires marocains pour intervenir, la logistique ayant été de transfert du Maroc en Espagne, préparée par les Italiens, le gouvernement et l'armée italienne. Le gouvernement civil, contre toute attente, décide de résister. Des civils sans armes, désarmés, pas d'armée. Comment faire pour résister? Alors, il se tourne, il a deux solutions. D'une part, il distribue des armes dans des arsenaux quand même aux civils, former des milices, former une nouvelle armée, une armée républicaine, et il se tourne vers son allié naturel, évidemment, c'est la France républicaine, parce que le modèle républicain français était vraiment le modèle républicain d'Espagne, hein, et puis la France du Front Populaire, hein, évidemment. En plus, il y avait des accords qui avaient été signés pour la livraison d'avions et d'artillerie. Or, évidemment, ce qui arrive est tout à fait surprenant, vu d'aujourd'hui, mais explicable, et en tout cas lourd de conséquences. Le gouvernement espagnol reçoit du gouvernement français une réponse qui est une réponse dilatoire. Le gouvernement français appuie moralement le gouvernement civil républicain espagnol, est à ses côtés et plein de compassion, mais refuse de s'engager en quoi que ce soit, du point de vue militaire et diplomatique. Alors vous voyez ce que ça veut dire. C'est une responsabilité très grave. Pendant 1 mois et demi, de la mi-juillet jusqu'à la fin août, alors même que déjà des volontaires partent de France pour aller combattre à Irún, par exemple, dans le Pays Basque, en Catalogne, contre les garnisons de l'armée rebelle, le gouvernement français va finalement, le ministre des Affaires étrangères, c'est un radical, Ivo Delbos, hein, il faut toujours rappeler les noms aussi des gens qui ont pris leurs responsabilités dans l'histoire politique de la France, pas seulement ceux dont il faut se souvenir parce qu'ils ont fait de belles actions. Léon Blum et Delbos, après concertation avec les Britanniques qui font pression, les Britanniques font une pression terrible, le gouvernement conservateur britannique, le lord de l'amirauté de l'époque, Winston Churchill, conservateur parmi des conservateurs profondément réactionnaire et hostile à toute l'Espagne républicaine depuis le début jusqu'au bout. Hein. Pour faire ça, ça suffisait d'ailleurs d'avoir une partie de la droite française, c'était contre l'Espagne républicaine, mais le parti radical refuse toute intervention. Total, le gouvernement français invente, parce que c'est vraiment une belle invention politique, mais catastrophique, la non-intervention. Ce qui est proposé, c'est au titre du gouvernement Front Populaire. Hein, on est toujours là, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête.
une non-intervention qui doit empêcher la guerre de contaminer toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut que tous les pays européens s'engagent à ne pas intervenir en Espagne. On organise des conférences internationales, on invite les Allemands, les Italiens, les Anglais bien sûr, les Français, les Soviétiques, et tout le monde signe un pacte de non-intervention. Tout le monde s'engage à ne pas intervenir, mais évidemment, comme vous le savez, les Allemands, les Italiens n'ont pas attendu d'avoir signé pour déjà intervenir, et après signature, continueront à intervenir. Alors, évidemment, une partie des républicains espagnols, une partie de la population espagnole a eu durablement le sentiment que le gouvernement de Front Populaire avait trahi la République espagnole. Et on ne peut pas, en quelque sorte, leur en tenir rigueur. C'est vrai, de mon point de vue. Et que le calcul stratégique comme quoi il ne fallait pas s'engager parce que ça allait provoquer un incendie dans toute l'Europe, était un calcul qui ne regardait pas ce qu'était réellement la situation sur le terrain. Mais l'autre effet de cette attitude, ça a été l'effet en politique intérieure française. Parce que ça a profondément fracturé le Front Populaire 2 mois après l'arrivée au gouvernement. Les communistes prennent clairement position pour le soutien à l'Espagne républicaine, une partie du Parti socialiste également. En décembre 1936, Gabriel Péry monte à la tribune de la Chambre des députés pour dénoncer cette politique qui divise et qui affaiblit le Front Populaire. Les communistes vont s'abstenir à propos du vote sur la situation espagnole, pour ne pas, en quelque sorte, rompre l'alliance et mettre le gouvernement de Front Populaire en minorité. Mais vous voyez, la situation politique interne est déjà un affaiblissement du Front Populaire. Un mot sur les volontaires français. La France est le lieu où les brigades et les volontaires pour aller en Espagne défendre la République espagnole, mais aussi défendre le Front Populaire et l'antifascisme. C'est la France qui offre le plus grand contingent. Il y a à peu près 35 000 à 40 000 volontaires. Il y en a à peu près la moitié qui sont français. Et la plus grande partie viennent de France, quand ce sont des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Hongrois, des Polonais. C'est en France que ces brigades ou ces volontaires sont organisés et vont en Espagne. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont servir à sauver, ils vont contribuer à sauver la capitale. Et donc le gouvernement républicain, dans la bataille de Madrid, il y a juste 80 ans, justement en novembre 1936, ils ont payé un tribut considérable. Il y a presque la moitié des brigadistes meurent dans les mois qui suivent leur arrivée en Espagne. C'est donc un engagement qui n'est pas un engagement d'opérette. Ce n'est pas l'engagement de quelques-uns qui disent on va en Espagne pour sauver la France, l'antifascisme, non. Alors en même temps, ils sont intégrés dans l'armée espagnole pour participer à la République espagnole, et ils vont avoir un sort difficile. Dans cette affaire, les brigades vont souvent jouer un rôle héroïque avec des tensions, des difficultés avec la nouvelle armée républicaine et espagnole, moins politisée, moins expérimentée que la plupart de ces brigadistes. Une partie de ces brigadistes eux-mêmes vont se sentir mal à l'aise. Donc c'est une longue histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que, intégrés dans l'armée républicaine, ils seront, après décision internationale, renvoyés par le gouvernement espagnol avec l'accord des gouvernements européens, au même titre que les autres étrangers intervenant en Espagne. C'est-à-dire que finalement on les mettra sur le même rang que les Italiens ou les Marocains ou les Allemands qui intervenaient dans la guerre d'Espagne du côté des fascistes. Vous voyez ? Et en même temps, le Front Populaire, ça continue d'exister. Il y a des moments,
les réalisations du Front populaire demandent un peu de temps. Les mesures sociales, les vacances, les congés payés, la politique scolaire de Jean Zay, le fait qu'il y a quelques femmes au gouvernement, même si les femmes n'ont pas le droit de vote, il y a 3 ministres secrétaires d'État, dont Irène Joliot-Curie. On met en place les bases d'un centre national de la recherche scientifique. On crée des musées nouveaux, les musées de l'homme, musée des arts et traditions populaires. Il y a une politique culturelle et sportive qui se met en place, et ça va se faire tout au long de l'année 36, de l'année 37. Donc, en quelque sorte, dans la société, une partie des mesures du Front populaire continuent de cheminer, y compris même l'exposition universelle de 37. Cette exposition qui avait démarré en dehors du Front populaire va être en quelque sorte récupérée, enfin oui, par le Front populaire pour en faire une manifestation qui montre la fierté des sciences, des réussites de l'économie, de la culture française, et globalement c'est porté au crédit du Front populaire. Mais en même temps, dans le domaine économique, Léon Blum et le gouvernement vont être amenés, quelques mois après les grèves, à faire profil bas face au patronat, à demander aux patrons de rapatrier leurs capitaux. Et pour ça, à leur faire des promesses d'exemption fiscale si les capitaux qui sont partis reviennent. Je veux dire, tiens, ça, c'est pas nouveau. Si, c'était nouveau à l'époque. C'est devenu habituel. Et où ils étaient partis les capitaux, vous savez, en Suisse. En Suisse. C'est pendant le Front populaire que les banques suisses ont inventé le secret bancaire. Toujours est-il qu'au printemps 37, le gouvernement Léon Blum fait un grand discours, il a un savoir-faire en termes d'émotion, il est capable d'associer ses auditeurs à son émotion personnelle, et il leur a dit qu'il souffrait pour l'Espagne, maintenant il souffre pour tous ceux qui n'ont pas bénéficié des réformes. Mais il dit qu'il faut faire la pause dans les réformes. La pause dans les réformes, ainsi la retraite pour les vieux travailleurs qui avaient été promis, on va la faire. Ainsi, les mesures concernant les paysans, les artisans, la réforme fiscale, on ne peut pas la faire parce qu'il faut faire rentrer les capitaux étrangers. Et là, évidemment, ça crée des tensions à gauche avec le mouvement syndical, la CGT, ça crée des tensions avec le Parti communiste. Il y a des incidents, des morts dans des manifestations, etc. Et finalement, au mois de juin 1937, vous savez ce qui se passe? La démission du chef du gouvernement, du président du Conseil. Le gouvernement Léon Blum a duré un an, le premier gouvernement du Front populaire. Et en juin 1937, le gouvernement démissionne parce que le Sénat, enfin le gouvernement s'est décidé à demander des mesures fiscales, à présenter un programme fiscal. Et comme, bien entendu, si j'ose dire, c'était prévisible, le Sénat, dans ce contexte-là, refuse. Les anciens présidents du Conseil, ministres des Finances de la droite, Paul Reynaud, Caillot, radical de droite, etc., ils refusent. Et, or, vous savez que dans la Constitution, enfin, ce qui tenait lieu de Constitution de la Troisième République, il y avait une seule chambre élue au suffrage universel, c'était la Chambre des députés. Et donc, le gouvernement interprète le vote négatif du Sénat, alors que la Chambre des députés avait voté, la Chambre de Front populaire avait voté pour, en disant qu'il ne veut pas aller contre la tradition de l'accord des deux chambres. Et il démissionne en tombant ainsi avec les honneurs à gauche. Les communistes demandent aux socialistes de résister, de tenir compte du vote de la Chambre des députés, qui exprime l'avis des électeurs de 36, et même Torres va jusqu'à faire la proposition de participer au gouvernement. Ah, un an après. Mais comme l'histoire ne repasse pas les plats, quand les occasions se présentent une fois, ne se présentent pas forcément deux fois, les socialistes déclinent la proposition. Et qui est-ce qui arrive à la tête du gouvernement de Front populaire? Les radicaux. Chotan, plus tard Flandin, d'autres. Enfin, le Front populaire ne les a jamais emballés, et ils vont continuer à diriger le pays, désormais, comme le Front populaire, un soutien de masse, un mouvement syndical,
des partis qui sont puissants, personne ne dit qu'il faut terminer le Front populaire, mais il y a une situation de pourrissement qui se met en place. Quand même, un mot sur la dernière grande réforme de l'époque du Front populaire, vous la connaissez, puisque vous connaissez quand même, et ici les syndicalistes le savent, la SNCF est créée en septembre 1937, justement après cet épisode de l'arrivée des radicaux au pouvoir. Sauf que la SNCF, la création de la société nationale, ce n'est pas une nationalisation. C'est la création d'une société nationale dans laquelle l'État prend 51%, mais les anciennes compagnies gardent 49%. Et dans les mois qui suivent, le Front populaire, de nouveau, est traversé par des grèves pour les conventions collectives, et puis le gouvernement va profiter, s'appuyer sur la situation internationale pour remettre en cause les mesures des accords Matignon. Alors vous connaissez les épisodes, cette interférence, l'Allemagne annexe l'Autriche et l'Anschluss en mars 1938, en même temps il y a la guerre en Espagne, en même temps le Japon envahit la Chine, l'été 1937, vous voyez ce climat, il faut bien... Alors le gouvernement français, le gouvernement sous la pression du patronat considère qu'il faut abolir les 40 heures, parce qu'il y a la guerre qui menace. Et au nom de la guerre, et Daladier, le revoilà, président du Conseil, dans l'été 1938, est vraiment l'artisan de celui qui va déchirer le pacte de Front populaire. 2 épisodes, j'en prendrai que 2. L'Allemagne, après avoir intégré l'Autriche, vous savez que le plan de Hitler, c'est dépecer le principal allié de la France, la Tchécoslovaquie, et faire exploser l'alliance qui existait entre la France et l'URSS. Alliance diplomatique, pacte entre la France et l'URSS qui avait été signé en 1935. À la conférence de Munich, le 30 septembre 1938, vous savez ce qui se passe? Le gouvernement français accepte des dispositions qui abandonnent la Tchécoslovaquie à l'Allemagne, puisque les territoires où il y avait les défenses tchèques sont en quelque sorte livrés aux Allemands, au titre du fait qu'ils étaient habités par des populations de langue allemande, et d'autre part, l'URSS est tenue en dehors de ces négociations, de même que la Tchécoslovaquie. C'est un traité, l'accord de Munich, qui est un accord honteux. Le gouvernement a mobilisé, les troupes ont été mobilisées. Daladier n'a aucune illusion sur ce qu'il a fait. Quand il arrive à Paris, et au Bourget, il voit la foule qui est autour sur l'aérodrome, il pense qu'ils vont le lyncher, et ils l'applaudissent. La presse française célèbre le sauveur de la paix. Lui, il sait très bien que c'est un acte politique qui a été un acte de soumission à l'Allemagne. Mais en même temps, deuxième mesure, c'est l'entrée de la droite au gouvernement, Paul Reynaud, pour mettre en place une politique dite de remise en cause, de remise de la France au travail. De remettre la France au travail. Quand vous entendez la droite parler de remettre les gens au travail, ça a toujours un petit parfum non seulement réactionnaire, mais un parfum socialement et politiquement très dangereux. On peut écouter ça de temps en temps encore aujourd'hui, ce genre de musique. Et abolition des 40 heures, mise en cause des conventions collectives, suspendues, la CGT appelle à la grève générale, le 30 novembre 1938. Comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, appeler à la grève générale, c'est risqué. C'est très risqué. Parce qu'on annonce une grève générale et on laisse au patronat, à l'État, les moyens de se préparer, à réprimer, à briser. Et quand en plus dans la CGT, il y a des divisions, parce qu'il y avait un courant de la CGT qui considérait que la paix avec Hitler, c'était l'essentiel. Munich d'abord, et qu'il ne fallait pas risquer en quoi que ce soit le conflit. Et donc la grève du 30 novembre 1938 est une grève générale qui est réprimée très fortement par le patronat et l'État. Ça va être la chasse aux syndicalistes. À partir de là,
en quelques mois, les 4 millions plus de 4,5 millions de syndiqués de la CGT vont se retrouver à quelques centaines de milliers, et les dirigeants syndicaux, il y en a plus de 20 000 qui sont licenciés en 3 semaines. Alors, au nom de la sécurité intérieure, en même temps que les mesures xénophobes sont réactivées. C'est à ce moment-là que l'on met en place les mesures d'internement des étrangers, internement administratif. Les premiers suspects, ce sont les républicains espagnols, les antifascistes allemands ou autrichiens. Donc le climat est non seulement détérioré, mais politiquement, à la Chambre des députés, lorsqu'il s'agit de voter sur les accords de Munich, le Front populaire se divise. Seuls les députés communistes votent contre les accords de Munich. Le reste de la Chambre des députés vote pour féliciter Daladier pour les accords de Munich. Donc on peut dire qu'à l'automne 1938, c'en est fini du Front populaire, en tant qu'alliance, en tant que démarche gouvernementale, et on peut également dire que la déception et la désillusion politique de ceux qui se sont engagés dans le Front populaire est forte. Et ça a entraîné dans une partie de la population qui s'était politisée, qui s'était engagée comme jamais, le monde ouvrier qui, au moment du Front populaire, vraiment entre dans la vie publique et culturelle, a le sentiment, pour une partie ou moins, de s'être fait vraiment avoir. Et il y a une perte de confiance dans la démocratie, dans les partis politiques, un moment qui va en quelque sorte s'aggraver avec l'été 39, avec le pacte germano-soviétique, avec la drôle de guerre, avec la défaite. Je dis cela parce que on pourrait ainsi, si on s'arrêtait là, se dire que finalement le Front populaire c'est une sorte de parenthèse, et une parenthèse dont il reste à partir de là pas grand-chose. Et paradoxalement, aujourd'hui dans la conscience collective, on ne s'arrête pas à ces événements, parce que le Front populaire, après, en quelque sorte, ressurgit culturellement, politiquement, idéologiquement, dans le programme de la résistance. Il est impossible de concevoir le programme de la résistance française, du CNR, si on ignore le Front populaire. Toutes les parties du programme du CNR en référence au Front populaire. C'est-à-dire, en gros, tirer les leçons. Ce qu'on a réussi, mais surtout ce qu'on a raté. Ne pas recommencer, faire mieux, faire autrement, notamment des réformes économiques pour financer des réformes sociales. Pas faire des réformes sociales seulement pour les ouvriers, mais plus largement pour toute la société, et notamment pour le monde paysan. Et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des points qui soient des points aveugles. Il y a deux grands points aveugles qui restent. Je vous en ai pas parlé, peut-être dans la discussion on en parlera. C'est la question coloniale, et d'autre part la question des institutions politiques, qui n'ont pas vraiment été bien traitées du tout au moment du Front populaire. Je vous ai parlé de l'affaire du Sénat. Pour les questions coloniales, il y a des promesses en quelque sorte de citoyenneté qui ont été faites aux pays, au peuple des pays coloniaux, mais l'horizon d'indépendance a été abandonné et reporté à beaucoup plus tard, y compris par le Front populaire. Et tout ça n'est pas réglé, et ça va se retrouver d'ailleurs dans le programme de la résistance. Mais cela étant dit, malgré tout, les projets du Front populaire sont en quelque sorte réactivés par le programme de la résistance et de la libération, à telle enseigne que le Front populaire va prendre une nouvelle dimension. Quand vous prenez la réforme de la sécurité sociale, quand vous prenez la nationalisation de l'énergie, bien aussi bien Marcel Paul qu'Ambroise Croizat, dans la métallurgie, dans l'énergie, sont porteurs des projets de nationalisation ou de mise en place de la sécurité sociale, au vu de ce qu'ils avaient voulu défendre au moment du Front populaire, qu'ils n'avaient pas pu, qu'ils n'avaient pas eu le temps de mettre en place, et qui, en quelque sorte, ces projets-là sont présents dans la France de la libération. De ce point de vue, je pense que les idées du Front populaire ont largement traversé et fécondé la démarche de la reconstruction de la France. En ce sens, l'histoire du Front populaire est une histoire qui n'est pas seulement une belle histoire dont il faut se souvenir, mais qui a marqué la société française par ses biais inattendus. Merci. Notre règne finira, mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde.
C'est